Bonjour à tous, bienvenue sur Rev'd Up, deuxième épisode de votre podcast qui parle moto. Je m'appelle Alexis et je suis toujours accompagné de Ludo. Salut Ludo. Salut Alexis. Ça va? Oh putain, ravi. Content de revenir pour ce second épisode. Ouais, le premier s'est très très bien passé, on a eu de bons échos. Ouais, bon retour de la part des auditeurs, donc on vous remercie d'être au rendez-vous et de vous être abonnés pour nous suivre du coup toutes les 2 semaines, on le rappelle, hein, on passe 1 heure ensemble et on parle moto, actu et un gros débat toutes les semaines. C'est ça. Cette semaine, vous l'avez vu dans le titre, on va parler moto vintage. Oui. Mais avant ça, on va se donner quelques news qui nous ont interpellés cette semaine. On va déjà commencer par dire à nos auditeurs qu'on va bientôt faire un petit essai d'une des nouveautés majeures de l'année, on en a parlé la dernière fois. Voilà, avec un petit partenaire, Sagaz Motor. Ouais. On a pu programmer un essai, donc Honda. Concession Honda à Toulouse. Voilà, donc merci. On va aller essayer la Hornet, qui nous intrigue. Parce que du coup, c'est vrai que ça fait partie des nouveautés majeures de ce début d'année, et les premiers avis qu'on a pu recueillir sont unanimes sur le fait que moto bourrée de qualité, à la fois côté partie cycle, côté moteur, personnalité esthétique, encore discutable. Bon, après, c'est vrai que ce qui nous intéresse beaucoup là-dessus, c'est qu'effectivement, avec les nouvelles normes et cette banalisation de typologie de moteur, on se dit que bon, au niveau sensation, on va vite retrouver les mêmes choses sur toutes les motos. Apparemment, c'est très bien réussi, et surtout, ce sera la base de la future Transalp. Et qui nous intéresse particulièrement. Et voilà. On va voilà. en parler aujourd'hui. Donc ouais, c'est à venir dans les jours qui arrivent là, donc on aura probablement l'occasion de vous en dire plus au prochain épisode. Dans les actus de la semaine, alors c'est Ludo qui a remarqué une actu du côté de chez Brabus. Alors oui, c'est vrai que ça revient encore cette année, cette histoire de Brabus qui, une nouvelle fois, réitère l'exploit avec KTM et la Super Duke. Ouais, l'année dernière, ils nous avaient déjà fait une Super Duke à la sauce bodybuildée, avec du carbone de partout, et finalement une base qui était déjà assez connue, hein, parce que du coup ça changeait pas grand chose par rapport à la Super Duke et ses 180 chevaux. C'est ça, finalement. Mais esthétiquement, du coup, un truc un peu à la Batman, on dirait on plaisantait tout à l'heure en disant que c'est une Super Duke qui aurait bien mangé à la cantine, parce que du coup c'est un peu bulky quoi, comme... grosses écopes en carbone, un style qui est pas forcément dans la finesse, mais bon, ça a plu puisque l'année dernière les 250 exemplaires je crois se sont vendus hyper rapidement. C'est une série ultra limitée à autour des 40 000 euros, donc 42 500 euros, et évidemment tout va disparaître, hein, puisque le marketing de la rareté, hein, quoi qu'on fasse, ça fonctionne. La Brabus 1300R édition 23, c'est la même que l'année dernière, avec 2 coloris qui, au lieu d'être noir et rouge, cette année sont noir et gris. C'est ça, on a cherché, on a fait le jeu des 7 différences, franchement c'est assez compliqué. Bon, bah écoutez, avis aux amateurs. Hein. Ouais, ceux qui ont le portefeuille bien garni et qui auront le clic rapide, puisqu'apparemment ça s'arrache dès les premières minutes où ils les mettent en vente. Rendez-vous sur le site de KTM. Tout à fait. Et on va rester d'ailleurs dans la thématique des prix... des portefeuilles bien garnis. Des prix exubérants, n'est-ce pas? Avec la news suivante. Ouais, la news suivante concernant Harley Davidson, donc la moto la plus chère du monde a été vendue. Une vente aux enchères du coup. Exactement, une moto donc de 1908 initialement. Ouais, qui ressemble plus à un vélo qu'à une moto, si je peux me permettre. C'est ça, bon bah on est sur les prémices de la moto, et surtout que c'est ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement pour la marque, c'est vraiment le modèle qui a compté. Il y a très très peu encore de modèles en circulation. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une douzaine qui existent de cette version-là. Cette restauration, finalement, ne reprend que quelques éléments d'origine, et c'est ça un peu qui nous a fait tiquer, c'est pour ça qu'on voulait en parler. On a le réservoir, on a les roues, et il me semble l'échappement, je crois. Ouais, et la selle, il me semble aussi. Voilà. En gros, voilà, une moto qui a été complètement restaurée, donc qui a plus forcément trop la patine d'origine, et pourtant il y a un riche propriétaire qui s'est permis la petite bagatelle d'une dépense à je sais plus combien, de 850 000 $, je crois, ou 900 000 $. C'est ça, plus 85 000 euros de frais, parce que c'est les frais de dossier, c'est normal. Ouais, c'est ça. La licence Microsoft Office est très très chère. Hein. Bon, enfin, on suppose que si les personnes qui se permettent ce genre d'achat, du coup, doivent pas
doivent pas avoir trop de problèmes pour manger à la fin du mois, donc j'imagine que c'est Bon. pas non plus... Je pense que là, comment il faut pas avoir l'approche motard. C'est un placement sur une œuvre d'art, point. Enfin, Ouais, voilà, ça je finira schématise un probablement peu, dans mais un voilà. sous-cloche dans un salon. C'est ça. On a Euh, une autre news. Pour qui- revenir à Ouais. la triste réalité. Voilà, parce qu'il y a des sujets assez brûlants en ce moment, dont un qui a déjà été évoqué la semaine dernière. Ouais. Ou plutôt dans l'épisode dernier, pas la semaine dernière, pardon. Concernant le contrôle technique, on a eu une petite news un peu sympa côté de nos amis belges. Oui, parce que le contrôle technique est entré en vigueur en Belgique depuis le 1er janvier de cette année. Ouais. Et donc on a les premiers retours de ce que ça donne. Et Et c'est c'est pas beau à voir. Et c'est incroyable. Franchement, je ne m'y attendais pas parce que, comme tout le monde, on a eu pas mal de retours, notamment des associations de motards en colère, etc., qui disaient à juste titre que les accidents mortels ayant pour cause des défaillances techniques étaient largement minoritaires et donc ne justifiaient pas a priori la mise en place d'un contrôle technique. Sous-titré, les motards sont des gens bien plus scrupuleux que les caisseux lambda. Et là, bah, apparemment, en Belgique, c'est pas la même limonade. Hein. Eux, ils sont dans le concret et on a des chiffres qui sont complètement... 30% de recalés. Ouais, c'est fou. Alors, je crois qu'ils différencient les stats entre la Flandre et la Wallonie. Ouais. Il y en a d'un côté 30%, de l'autre côté 20%, avec des choses apparemment qui sont pas très catholiques. Alors, on a plusieurs exemples en termes de recalage. Le plus discutable, c'est là concernant la tension de la chaîne. Personnellement, même après plus de 10 ans de permis, il m'arrive d'avoir la chaîne qui blablote un peu, voire des fois je me dis tiens je l'ai un peu trop serré. Ouais, c'est jamais un réglage de grande précision. Hein. Dans la mesure où en plus on délègue ça aux particuliers, qu'on fait pas ça dans un garage, dans ce cas-là j'ai envie de dire vous allez recaler un bon nombre de gens je pense. D'ailleurs j'en vois beaucoup moi des motos qui sont pas bien graissées, pas bien tendues. Ouais, et puis ça c'est de l'entretien, hein, c'est pas un défaut Ouais, ça c'est bon. majeur, quoi. Bon, ça m'a fait un peu tiquer, mais c'est pas le plus choquant. Le plus choquant, ça concerne évidemment les organes de sécurité et notamment les freins. Apparemment, chez nos amis belges, pour certains, les freins sont facultatifs. En option, on freine avec la basket comme à l'époque sur les VTT. Ouais. Ça c'est plus chaud. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre On encore? parle d'axes de roue mal serrés. Enfin Voilà. bon, en gros des défauts qui sont assez majeurs. Donc on Usure met un peu frein. les choses en perspective au final. Ouais, on a pneumatique, on a évidemment tout ce qui est défaut d'éclairage, enfin le lambda du contrôle visuel. Et c'est ça qui est important de souligner dans cette news, c'est que là, pour l'instant, ils en sont qu'au stade, sauf erreur, du contrôle visuel. Et malgré ça, déjà, on est sur du flop, hein, concrètement. Ouais. Donc à partir du moment où ils vont décider de démonter un peu tout ça et de prendre des mesures, que ce soit en termes de pollution, en termes de capacité de freinage, enfin tout ce qu'on connaît sur la voiture, ça va être une horreur. Ça va être compliqué. Bon, faut espérer en tout cas qu'on n'en arrive pas à ces extrémités ici. Faut rappeler qu'en Belgique, alors il me semble avoir lu que le contrôle technique, il faut le passer en cas d'accident, après un accident, ou en cas de vente de la moto. Donc il n'y a pas de contrôle périodique comme ce qu'on pourrait avoir nous ici en France. Mais bon voilà, c'est la première application de ce règlement, enfin en tout cas de cette contrainte qui a été imposée au niveau de l'Europe. Et première surprise, on va dire. C'est ça. Donc nous, on a encore un peu de marge, mais ça va bientôt arriver. Donc juste, voilà, pensez-y, faites un petit check-up de temps en temps, ça mange pas de pain. Des fois, on est surpris. Moi, le premier, je roule en hiver, je me dis tiens, les pneus, c'est bon, ça va le faire. Puis en fait, même en un mois, j'ai perdu un demi-kilo. Ouais. C'est bon, ça passe comme ça par des petits détails, et puis finalement, on fait plus trop gaffe. Voilà, c'est la petite moralité de cette histoire. Allez, on revient sur une autre nouveauté moto, alors qui ne sera pas un modèle qu'on pourra acheter, mais qui est un modèle qu'on pourra gagner. Ça se passe du côté de chez Indian, avec une FTR 1200, édition Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, du coup, c'est l'ambassadeur de la marque depuis l'année dernière. C'est ça. Et donc, Indian nous sort une édition, alors que jamais qu'une FTR 1200 qui est rebadgée... donc édition spéciale, mais simplement accessoirisée avec des accessoires de chez Tank Machine, qui est un accessoiriste qui fait beaucoup de choses chez Indian et notamment pour la FTR. La FTR, il a la Chief, si je dis pas de bêtises, Ouais. le bobber.
Non, c'est la Scout. Sur la Scout. C'est la Scout, pardon. C'est la Scout, c'est vrai. Et sur la FTR, en effet, il y a des appendices esthétiques qu'on met sur le réservoir notamment. Là, c'est une livrée qui est... on vous mettra les liens dans les commentaires de l'émission, mais une livrée qui est bleue, filtre à air exposé là au-dessus. Ouais, l'espèce de gros cornet KN qui dépasse du réservoir. Alors c'est vrai qu'on rigolait un peu parce que autour, du coup, ça fait comme une cuvette. Donc en clair, tu t'arrêtes au supermarché, il pleut entre deux. Bah là, au moins, t'es sûr que le peu de flotte qu'il y a, c'est sûr, elle va rentrer directement dans le cornet. Alors après, on est d'accord, on est plus sur une approche café racer que... Ouais, puis c'est des motos qui probablement seront plus souvent dans un garage en exposition. Voilà. En tout cas, il n'y en aura que 2. Il y en aura une pour Sébastien Loeb et puis l'autre qui est à gagner. Donc pour toutes les personnes qui... Alors pour entrer dans le tirage au sort, il faut faire un essai de la FTR 1200 chez votre concessionnaire Indian d'ici c'est le 15 mai, je crois, pour participer au tirage au sort. Bon, au-delà de l'anecdote, du coup, on vous parle de ça parce que nous, la FTR 1200, c'est une moto qu'on adore. On l'a essayé avec Ludo d'ailleurs. Beaucoup de caractère, c'est vrai qu'elle a été quand même assez boudée, les chiffres de vente sont pas exceptionnels. Ouais, c'est une moto qui est un petit peu de niche, mais bon, si on doit résumer un peu le concept, on va dire que c'est un roadster dans lequel on a mis un gros bicylindre en V bien américain de 1200 cm3. Ça fait 120 chevaux. Qui sont plutôt bien dressés, on va dire, parce que l'essai qu'on avait fait, c'était totalement maîtrisable. Voilà. Mais c'est grosse inspiration flat track, rapport à l'histoire d'Indian. Donc, oui, après c'est vrai que sur la position de conduite, on est un peu au perché. On a l'impression d'être un petit peu sur un scrambler plus que sur un flat track. C'est un peu, ça dépend. Selon les livrets et les jantes qui sont posées dessus, on a des ressentis un peu différents. Nous, on avait essayé une édition de 2019, si je dis pas de bêtises, donc qui à l'époque avait encore les roues, la roue 18 devant. Maintenant, ils sont passés sur des roues en 17. Plus typé roadster. Voilà. Donc là, maintenant, c'est vraiment typé roadster, mais sur les modèles originels là, de 2019. Ouais. Mais ça casse un peu le look, justement, et l'intérêt, je trouve. On perd un peu l'originalité. Mais bon, en tout cas, c'est une moto qui gagne à être connue. Parce que du coup, on n'en croise pas à tous les coins de rue. Ça commence à être relativement abordable en occasion, parce que ça a pris une décote de fou. Ouais. On regardait ça encore l'autre fois. Du coup, c'est des motos qui sont vendues 16-17 000 euros sorties de concession et qui, en occasion, commencent à se trouver aux alentours des 10-12 000 euros pour des kilométrages pas excessifs, on va dire autour de 10 000 km. Ça n'a pas trop, ça pas trop marché. Clairement, ça plaît pas et on comprend pas pourquoi. Parce que nous, on l'adore. Ouais, et puis il n'y a pas eu spécialement de retour particulier. Par rapport à des défauts de fiabilité. Donc, Non, il y a eu quelques histoires de démarrage difficile. Démarrage à froid notamment, la moto cale à froid sur les premières minutes. Bon, c'est quelque chose que Indian avait prévu de corriger avec une carto. Je crois que sur les derniers modèles, ça a été corrigé. Et puis sinon, il y a un préparateur moteur qui s'appelle Poivre Noir, que certains doivent connaître, qui a fait du coup une carto spéciale qui a priori élimine le problème. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur les forums. Donc bon, bref, pas de souci majeur et pour moi, c'est clair qu'un jour j'en aurai une dans le garage, ça c'est sûr et certain. Au prix où ça descend bientôt, ouais, tu vas pas te faire bien mal au portefeuille. Bon, c'est pas encore à l'heure du jour, mais on la surveille de près. Pour rester du coup dans les motos américaines, une actu du côté de chez Buell. Ouais, qu'on pensait mort et enterré, et pourtant... Ouais, bon, il était mort et enterré plusieurs fois. Ouais, bon là on est plus sur du zombie Frankenstein que du... Ouais, même si... du vrai nouveau, quoi. Il y a eu des annonces ces dernières années, comme quoi en 2025, il reviendrait avec une gamme de plusieurs motos. Il y a quelques motos qui sont vendues au compte-gouttes, là, notamment une espèce de pseudo-sportive. Oui. J'ai plus trop le nom en tête. C'est la Hammerhead, je crois. Ouais, Hammerhead, c'est ça. Ouais. Bon, là, c'est Roland Sands, qui est un préparateur... américain qui a customisé un super cruiser. Donc c'est une espèce de custom cruiser de chez Buell, donc avec les quelques attributs. On rappelle que Buell, il a fait ça, c'était un ancien ingénieur de Harley Davidson qui avait utilisé des bases moteurs Harley Davidson pour faire des motos qui avaient quelques particularités techniques, notamment l'iconique frein périmétrique, donc avec un énorme disque de frein à l'avant qui est relié à la roue par l'extérieur. Donc ça fait un peu et puis bon, quelques bizarreries. Alors là, c'est pas le cas sur cette Super Cruiser, mais il y avait le réservoir d'essence qui était dans le cadre et le réservoir d'huile qui était dans le bras oscillant. C'est pour ça qu'on avait justement ce cadre un peu massif qui était très, très arrondi.
et qui donnait un look Ouais. un peu bouboule. C'est ça. C'est une marque qui a disparu en 2009 du coup, et qui là voilà revient périodiquement. Il y a ses aficionados, d'autant que cette année la marque fête ses 40 ans, parce que du coup c'est une marque qui a été créée en 1983. Et donc voilà, la petite actu du moment, c'est ce cruiser. Alors 175 chevaux dans un Voilà, cruiser. il y a une petite vidéo d'eux qui tourne, on le voit taper des burns avec, c'est vrai que c'est un peu, ouais, c'est un peu particulier, ouais, surtout avec l'échappement SC là qui, bon, va pas forcément en faveur du, du look initial, mais Ouais. bon, il y a un délire. Voilà, pour les amateurs. Du coup, voilà pour la petite partie actu. On va passer au débat de cette semaine. Alors, on s'est posé la question, c'est une discussion qu'on a régulièrement avec Ludo, et pour cause, parce que toi, du coup, tu vas pouvoir nous apporter ton expérience du terrain. On se demande si on peut vraiment rouler en moto vintage au quotidien. Alors, je tiens déjà à sous-titrer l'aspect moto vintage, on parle pas de néo-rétro, on parle bien de vieille moto. Ouais, mais pas trop vieille non plus. Pur jus, mais pas une copie de vieille moto, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, toutes les marques s'y sont mises, parce qu'il y a un vrai marché qui renaît depuis quelques Et années. on en a parlé On a déjà abondamment parlé, sur ouais. notre épisode précédent sur les motos chinoises qui sont aussi placées sur le segment des Ils ont commencé par là, ouais. néo-rétro. Ouais. Et Donc ils là, on ont parle bien fait. plutôt des motos. Alors, on pourrait appeler ça young timer. C'est une expression qui est plutôt liée à l'automobile, mais c'est un peu, ça résume bien le principe. C'est toutes ces motos, on va dire, entre fin des années 80, début des années 2000, qui sont des motos qui aujourd'hui commencent à avoir 20-30 ans. Et qui sont aujourd'hui alors assez à la mode, en tout cas pour certains modèles, et qui du coup apparaissent de plus en plus, notamment chez les influenceurs Instagram. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que on peut vraiment rouler au quotidien avec ce type de moto, ou est-ce que c'est vraiment juste un délire d'influenceurs Instagram? Et on va prendre un peu de temps aujourd'hui pour en débattre, et notamment parce que Ludo, toi tu peux nous faire un retour d'expérience, parce que Ouais. justement tu as pratiqué. Alors, sachant en plus que c'est venu à moi par hasard. Moi, du coup, à cette époque-là, je cherche une moto vraiment type supermoto. J'ai quoi? J'ai 25, 26 ans, comme tous les gars de cet âge-là. Je veux un truc léger, qui lève tout seul. Ouais, du fun quoi. Voilà, du fun le plus classique possible. Et je trouve une annonce à côté de chez moi pour une XJR 1300 SP. Alors j'ai envie de dire, c'est même pas mon enfance, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est typiquement la Madeleine de Proust, ce Ouais, qui a c'est motivé notamment les acheteurs de 205 GTI et autres R5 Turbo GT, etc. Là, pas du tout. C'est une moto que j'avais déjà croisée vaguement une fois ou deux, mais là, vraiment, enfin, ça m'a sauté aux yeux, vraiment le côté un peu Mad Max, un peu ce gros moteur refroidi par huile avec ce porte-à-faux à l'avant qui est assez impressionnant. Ah, c'était un camion, je me souviens C'était un camion. l'avoir essayé une ou deux fois. C'était quelque chose au regard des motos hyper agiles qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que l'approche était vraiment la surprise et la bonne surprise. C'est-à-dire que cette moto-là était pas très loin de chez moi. Je me suis dit pourquoi pas, je vais aller voir. Franchement, pour le prix, elle a vraiment de la gueule, et surtout on n'en voit pas. Ou tout du moins moins que ce qu'on pourrait croiser au quotidien. Et ça a été un vrai coup de foudre pour plusieurs raisons. Donc déjà, le look. Ce côté vraiment, comment dirais-je, classique, épuré, pas de chichi, et surtout le couple. Beaucoup de couple. On est sur un moteur qui est d'ailleurs utilisé en compétition sur les couples légendes. Parce que c'est un moteur qui a de bonnes performances et qui surtout est extrêmement fiable. Donc beaucoup de couple, mais par contre un poids vraiment excessif. Ouais. On est sur 240 kg. Mais encore une fois, je suis monté là-dessus. Le truc m'a tiré sur les bras, un bruit d'enfer, parce qu'il y avait une ligne complète dessus. Et je me suis dit, attends, là, pour 3000 €, j'ai vraiment un morceau de fun et quelque chose d'un peu atypique, un peu exotique, et qui, a priori, vu les années, passe bien les époques et ne va pas trop me poser de problème en fiabilité. Donc ça a été le début. Ouais. Et du coup, tu l'as gardé combien de temps? 6 ans? Entre 6 et 7 ans, ouais. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'en séparer, alors qu'encore une fois, ça ne cochait aucune case de ce que je cherchais. Et surtout, je m'en servais tous les jours pour aller travailler. Donc, autant vous dire que ce n'était pas du tout l'usage prévu pour cette moto. C'est une moto qui est faite pour faire des road trips, pour faire des kilomètres, pour enrouler, pas pour taper dedans. Et pourtant, tu l'as quand même gardé 6 ans, donc c'est ce qui nous met aussi la puce à l'oreille en se disant
y a bien une réalité derrière tout ça. Voilà, et il y a plusieurs raisons à ça, et qui viennent pas forcément de moi, mais aussi surtout des personnes qui l'ont vue, et qui, même s'ils ne la connaissent pas, disent, putain, franchement, elle est belle, celle-là, elle la vend pas. Elle a vraiment un truc. J'ai fini par le faire. Mais on expliquera pourquoi un peu plus tard, vous allez voir. Et la XJR, c'était pas la seule ancienne dans ton garage. Non, alors justement, comme les choses se sont plutôt bien passées, je me suis dit, j'ai besoin d'une deuxième moto, mais cette fois pour faire un peu de off-road. Donc comme je le rappelle, j'ai une chaîne YouTube où je fais beaucoup d'essais, et j'ai pu tester quelques motos, notamment la 390 Adventure de chez KTM, qui s'apparentait à un trail accessible, mais relativement performant pour le prix. Et je me suis dit, moi n'ayant pas, dans tous les cas, la somme pour acheter une KTM, qu'est-ce que je pourrais avoir d'abordable et de polyvalent pour faire un peu de tout-terrain sans prendre peur de la casser. Parce que qui dit tout-terrain dit je vais la coucher. Ah ouais, ça, c'est les sûr. gars, on apprend en tombant, clairement. Hein. Et non, moi, exploser un porte-avions, par exemple un 1290 Adventure, pour l'encastrer dans un platane, je vois pas l'intérêt. Donc je préfère prendre une petite moto qui a une bonne réputation et qui surtout me fera pas trop mal au cœur si je la fous dans un fossé, quoi. Et du coup, ton choix s'est porté Sur la Transalp XLV 600 de 91, qui est historiquement la première moto de mon père. Là, il y a le côté Madeleine de Proust. Là, il y a le côté Madeleine de Proust, mais pour le coup, alors j'allais dire c'est un hasard oui et non, parce que forcément, quand j'ai cherché moto, trail, polyvalent, à pas cher, il n'y avait pas 50 motos qui allaient remonter, mais évidemment, ça a un peu influencé mon choix en me disant, bah, entre ça et un KLE 500, par exemple, de chez Kawa, qui mérite tout autant ses qualités, on va dire, polyvalentes, il y a quand même un petit charme en plus sur la Transalp, même si certains diront que c'est le FAD par excellence, mais encore une fois, elle fait tout bien. Et ça, c'est ce qu'on aime chez Honda, ou qu'on déteste d'ailleurs. Mais pour mon usage, moi, c'était très bien. Et du coup, bon, oui, alors au final, entre la XJR, la Transalp, c'est 50 000 km que tu as fait au guidon de ces motos-là, Ouais. sans gros problème majeur. Non. Alors, sachant que les deux étaient utilisés, je vais y arriver, par le français, notamment pour du trajet quotidien, la Transalp y compris. Même en équipement off-road avec des pneus type TKC 80, pour ceux qui connaissent. Des pneus qui sont quand même plus orientés tout-terrain. On avait quand même encore cette polyvalence, surtout à des vitesses, dans tous les cas, raisonnables, puisqu'on ne peut plus rouler. Donc ça sert à rien d'avoir un foudre de guerre, même si le moteur était linéaire. Honnêtement, pour aller bosser, t'as pas besoin d'avoir un dragster, ça suffisait amplement. Et du coup, j'ai pu enchaîner les kilomètres sans problème. C'est-à-dire qu'à part une vidange, j'ai fait quoi ? J'ai fait un roulement à l'arrière, j'ai fait un keychain, j'ai fait une paire de plaquettes. Ouais, t'as pu l'équiper aussi off-road du coup pour Voilà. pas grand-chose au Pas final. grand-chose. C'est vrai qu'il y a pas mal d'équipementiers du coup qui se sont mis sur le coup parce qu'ils ont compris qu'il y avait une vraie clientèle qui a encore beaucoup de modèles en circulation, et c'est ça qui est intéressant dans le marché du Youngtimer moto, se focaliser sur des motos utilisables au quotidien car disponibles massivement. Et puisqu'elles sont encore là massivement en occasion, c'est qu'elles sont fiables. Donc il y a de la pièce, il y a un entretien qui est accessible à tout un chacun. Moi, je suis pas né avec une clé de 12, hein, personnellement. Mais même un problème carbu, moi, j'y connaissais rien. J'ai pu m'en occuper sans trop galérer. Après, bon, le carbu a ses inconvénients. Ouais, on va en reparler d'ailleurs. On va en reparler plus tard. Ok, donc l'idée c'est de essayer de détailler aussi, justement, d'ouvrir un peu la porte à ça, hein, les avantages et les inconvénients pour nous de rouler sur ces modèles, on va dire un peu vintage, quoi. Oui. Et clairement, si on essaye de considérer un peu les avantages, clairement il y a ce côté plaisir de rouler différent aussi. Puisque du coup ça nous permet d'accéder à prix raisonnable à des modèles qui, comme toi, hein, ont marqué d'une façon ou d'une autre notre jeunesse. Nous on est de la génération de, on va dire, 30-40 ans là, et du coup ça nous permet d'accéder à ces motos qui, quand on était petit, nous faisaient soit rêver, soit en tout cas nous laissent des souvenirs Oui, voilà. qui nous rappellent du coup cette époque. Oui, pas besoin que ce soit des œuvres d'art, des motos de légende. C'est pour ça qu'on a choisi ce sujet vraiment moto vintage du quotidien.
Je me sens pas obligé d'avoir, je ne sais pas moi, une Ducati 916 ou 998 pour me sentir au panthéon on va dire, du bon goût moto. Non, Même si un c'est bon une souvenir. façon de le faire aussi. Hein, C'est mais... une façon aussi, mais c'était pas l'objectif. Je pense que pour faire le parallèle avec l'automobile, il y a plein de gens qui aujourd'hui se font un plaisir de racheter une Renault 21 ou une R18 ou une Peugeot 309 parce que ça leur rappelle des souvenirs de gamin, point barre. On n'est pas obligé d'aller chercher le détail légendaire. Et là, c'est clairement moi ce qui s'est passé. Hein. Le vrai plus, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un vrai capital sympathie hein, pour ces motos-là. Enfin, en tout cas, c'est le retour que toi tu faisais. C'est Ouais. qu'en général. Alors, surtout pour l'XJR, pour le coup. Alors, c'est vrai que. Alors, attention. C'est des motos qui, certes, sont increvables, mais si vous leur donnez pas un minimum d'attention, c'est comme tout, ça finit par partir en bibrine. Et c'est vrai qu'elle était non seulement très bien entretenue, mais elle a été bien équipée, la peinture a été refaite. Vraiment, elle sortait du lot. En livrée bleue, avec les suspensions en Lins. On mettra une ou deux photos sur la version vidéo là, du podcast pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Une ligne complète d'époque. Et c'est vrai que ça interpelle. Même si on n'aime pas la moto, on me dit c'est quand même sympa. T'as pas une moto de kéké. Et ça, c'est très souvent que je l'ai entendu, c'est dire ouais, c'est cool, c'est bien que t'aies ça, tu passes pas pour un kéké. Quoi. Puis il y a un côté communautaire du coup aussi sympa, puisque les gens qui roulent en général sur ces motos-là sont plutôt des gens qui sont passionnés et qui ont le bon état d'esprit motard, quoi. C'est ça. On passe pas encore une fois pour non seulement un kéké, mais ni un arriviste, ni pour quelqu'un qui essaie de se donner un genre. C'est juste du plaisir et on sait que c'est pas non plus des motos qui coûtent très cher, quoi. Ouais. Sans aucun jugement sur les gens qui roulent en moto cher, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu ton ressenti, c'est que du coup, forcément, ça influe aussi sur ta vision de ta moto quand elle a ce capital sympathique qui du coup te permet d'engager la conversation avec des motards à droite, à gauche. Oui, et ça marche aussi avec je prenais l'exemple de la 996, 998, il y a des motos de légende qui sont bien plus prestigieuses et onéreuses. Pour les connaisseurs, il y aura quand même un capital sympathie. On va faire le parallèle avec l'automobile. Vous arrivez avec une Porsche des années 80, on va pas dire boule arriviste. On se doute bien que quand on roule avec ça, on s'est marié avec les problèmes qui vont avec, parce que ça reste un véhicule ancien, ça reste un véhicule de passionné. Donc encore une fois, aucun jugement sur la valeur du véhicule, c'est vraiment le côté, tiens, lui, il a quelque chose qui interpelle. Ouais. Dans les avantages dont on a discuté aussi un petit peu en préparant cette émission, il y a ce côté puissance à taille humaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la débauche de puissance qu'on peut avoir sur certaines motos d'aujourd'hui, où là tu peux te dire, alors il y a différents types de modèles, il va y avoir des choses à 60 chevaux comme la Transalp, mais des sportifs d'époque qui du coup sont tout à fait exploitables sur la route aujourd'hui. Alors, à quelques subtilités comme l'absence d'électronique par exemple et qui demandent d'avoir un petit peu de sang-froid, mais du coup il y a ce côté où tu t'es pas sur une machine où tu te dis j'en exploite 30% et je suis déjà hors la loi, quoi. C'est ça. Alors c'est à double tranchant. C'est vrai que il y a le côté comme tu disais dénué d'électronique et puissance modérée, mais du coup ça nécessitait aussi un certain doigté de la part du pilote, et je sais qu'il y a de grosses chaînes YouTube et des journalistes moto qui sont assez unanimes sur la question, en disant aujourd'hui on vous sort des bécanes de 220 chevaux, 240 chevaux, n'importe quel poireau sur un circuit saura l'amener à droite ou à gauche, parce que l'électronique derrière bride absolument tout et corrige la moindre erreur. Vous enlevez le fusil, vous avez un nom d'organe. Et la contrepartie de ça, c'est qu'elles sont aussi un peu aseptisées. Chose qu'on retrouve pas du tout. Voilà. On voit la moto brute sur une moto vintage. Ce qui relance le débat, est-ce que c'est la puissance qui fait la sensation ? Non, justement. Moi, avec mon gros tracteur de 90 chevaux, concrètement, en termes de sensation, même si je pense qu'en termes de chrono, c'était pas bon, j'avais de super sensations, et c'est tout ce que je demande moi au quotidien, avoir le sourire et surtout accessoirement garder le permis. Vous prenez un R1 peut-être de 98, peut-être, ou 99 quand c'est sorti. Je pense que c'est une bonne école de pilotage, par exemple. Ça apprend l'humilité. Si on regarde aussi le côté avantage, et il y a clairement un argument qui joue en faveur de ces motos-là, c'est le côté coût d'utilisation.
qui est raisonnable à la fois en termes de prix d'achat, t'en parlais tout à l'heure, hein, tu t'es acheté un morceau de légende avec ta XJR pour 3000 euros. C'est ça. Bon, là, c'est vrai que moi, c'est l'exemple, entre guillemets, en bas de l'échelle, parce que j'avais vraiment un budget... C'était une de mes premières motos, donc un budget assez modeste. Mais par contre, effectivement, c'est une moto qui a marqué son époque, parmi d'autres, hein, bien sûr. Du coup, je me suis dit, avec une base aussi rustique, je peux pas avoir beaucoup de problèmes. Et surtout, comme ces motos existent déjà depuis des années, et qu'Internet aussi, on a toutes les informations dont on a besoin si on est un minimum curieux. Une moto vous intéresse, en 3 clics, vous savez si elle est fiable, s'il y a des pièces, si on peut la réparer soi-même, comment la réparer soi-même, et qui contacter en cas de problème. Je vous garantis que pour ces motos-là, j'ai trouvé les réponses mais vraiment en 2 secondes. Ouais. Et notamment pour la Transalp qui, comme beaucoup de motos de cette époque-là, est réputée pour avoir des carénages très fragiles. Donc c'est le seul point noir, c'est très difficile de retrouver des carénages. Par contre, il y a des équipementiers qui commencent à refaire des moules et à proposer des pièces en aftermarket, etc. etc. Moteur à huile égale très peu d'entretien parce que pas de circuit d'eau. En gros, si tu fais ta vidange, tu changes tes filtres et tes bougies. Ouais, donc tu feras rien de plus. Coût d'entretien minime, à condition qu'on mette un peu les mains dans le cambouis aussi. Parce que du coup sur ces motos là on a à la fois le côté où de toute façon ton entretien si tu le fais toi-même c'est pas très grave parce que tu vas pas faire sauter une garantie qui n'existe plus parce qu'il y a quand même ce côté là dans les motos récentes, c'est qu'on se dit l'entretien est pas si compliqué à faire soi-même mais bon j'ai ma garantie donc et donc je suis pieds et poings liés au concessionnaire qui va appliquer le tarif que lui a décidé et que je vais avoir une révision périodique qui va inclure absolument tout ce qui est marqué à la lettre près dans le carnet, donc c'est Et quand bien même aujourd'hui les intervalles de révision s'espacent de plus en plus sur les motos avec des motos notamment chez Triumph tous les 16 000 km, tous les 20 000 km, mais en même temps c'est soit ça, mais soit le kilométrage, soit une fois par an. Donc, de toute façon, comme la plupart des motos roulent peu, dans tous les cas ça reste une vidange par an, et c'est un coût qui du coup est considérable sur des motos récentes. C'est la même hypocrisie que pour l'automobile, hein. C'est pareil, hein. On avait des espacements de vidange de 30 000 km par exemple pour un diesel, et puis tout ça pour nous dire derrière que attention, parce que du coup on s'est aperçu que ça bousillait les moteurs. C'était juste pour flatter le kidam, donc c'est vraiment pas le but. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ces motos-là, les moteurs sont quand même relativement rustiques, du fait qu'ils sont anciens, donc il n'y a pas d'électronique, pas de système compliqué, donc en fait une vidange et c'est parti quoi, à la limite le jeu soupape de temps en temps. À ceci près, le réglage carbu, c'est vrai que ça c'est moi c'est le point noir et c'est ce qui m'a décidé notamment à franchir le pas sur des modèles plus récents. Les synchro carbu tous les 4 matins, alors certains vont dire ouais mais si c'est bien fait normalement ça bouge plus. Ouais, bah écoutez, c'est pas faute d'avoir essayé sur ma XJR notamment, ça a été un peu compliqué. C'est aussi un problème quand le temps est mauvais, quand on roule en altitude, etc. Enfin, il n'y a pas mieux que l'injection en termes de fiabilité. On pourra dire ce qu'on veut. En termes de sensation, on pourra en discuter des heures. Ça, c'est le seul point noir. Ça, c'est vrai. On peut pas tout avoir. Ouais. Donc, bon, coût d'entretien minime à quelques détails près. Coût d'assurance, idem. Hein. Ah, ridicule. Moi, j'étais... Alors, attention, hein, comme j'ai... 10 ans de permis moto et je sais plus combien en voiture, mais bon, ça commence à faire beaucoup aussi. Et 0 sinistre, ouais, j'étais à 20 € par mois à tout casser, quoi, par véhicule. Ouais. Peut-être même 10 pour la Transalp. C'est pas grand-chose. Et juste pour refaire un petit écart côté fiabilité, n'oubliez pas que ces modèles-là, si on les a sélectionnés, c'est qu'il y en a encore massivement disponibles d'occasion. Ça veut dire qu'elles ont traversé les époques. Et donc, ce sont de facto des modèles accessibles et fiables parce que elles ont su passer ces époques, quoi. Ouais. Et puis bon, pour finir le tour d'horizon là du côté financier, mécaniquement, et tu vas pouvoir nous en parler avec ta XJR, on subit beaucoup moins la décote que sur des modèles neufs, évidemment. Alors, ouais. Et même, c'est des motos qui ont tendance à prendre même un peu de valeur pour certains modèles qui aujourd'hui ont un regain de popularité et qui donc finalement permettent de rouler à pas cher, quoi. Alors ça répond déjà partiellement à la question est-ce que c'est un nouveau délire d'influenceur ? Non, on était là bien avant. Même chose que pour les voitures.
La génération qui a entre 30, 40, 50 ans, c'est typiquement le portefeuille qui commence à s'ouvrir. C'est-à-dire qu'on arrive à des âges où on peut commencer à s'offrir des choses qu'on ne pouvait pas s'offrir avant. Donc ces motos-là, naturellement, vont arriver de nouveau dans les coups de cœur. Et résultat, spéculation forcément. On n'a pas été aidé ces dernières années, on va pas se mentir, avec cette histoire de Covid, de problèmes de rapprovisionnement, de pièces, de ce que vous Qui voulez. fait flamber les prix un peu de l'occasion. Déjà, mais on n'avait pas besoin de ça. Déjà, le Youngtimer, on prend l'exemple, l'archétype qui nous énerve, l'Africa Twin. Quand on voit une Africa Twin qui a fait 3 fois le tour du compteur à 5000 €, c'est un peu le même Surtout débat. que c'est des motos qui se trouvaient pour 3 cacahuètes il y a encore moins de 10 ans à l'époque. Et qui subissent en fait une augmentation, on va dire, assez importante de la cote parce que ça devient des modèles à la mode. Popularisé certes, il y a un côté un peu popularisé par certains influenceurs, les photos, machin, Instagram et tout, mais ça devient un peu déraisonnable quoi. Ça devient un peu déraisonnable et surtout qu'il ne faut pas oublier que le rapport prix-prestation a ses limites aussi. Même débat que l'automobile, à un moment donné, une 205 GTI pour, je sais pas moi, 15, 20 000, voire plus, je sais plus où on en est aujourd'hui. On est quasiment à 30 000 €. 30 000 €. Attends, ça va, quand t'as 120 chevaux non plus, moi j'avais une Swift Sport à 120 chevaux, je l'ai payé 4000 balles. Ouais, bah écoute, c'est qu'il y a un marché, hein, mais... C'est ça, voilà, s'il y a la Madeleine de Proust pour ceux qui ont les moyens, je pense que du coup, dans ce cas-là, on commence à changer de cible. On n'est plus dans cette fameuse tranche d'âge qui commence à pouvoir s'offrir ce genre de choses, on est même encore un cran au-dessus, des gens qui ont suffisamment les moyens pour dire, tant pis, c'est pas grave si je me fais, entre guillemets... Ouais, puis pour revenir à notre débat, un cadeau, quoi. Dans ce cas-là, c'est quand tu commences à mettre ce genre de tarif dans ces motos-là, c'est plus pour rouler au quotidien, quoi. Alors oui, c'est vrai. Il y a ceux qui vont décider de la mettre de côté justement pour qu'elle prenne de la valeur, et ceux qui vont rouler tous les jours avec, quoi. Mais ça, il y aura toujours les deux écoles, je pense que c'est pas que lié au prix. Ouais. Nico, si tu nous regardes, ton Africa Twin à 1500 €, je peux te dire qu'il y en a un paquet qui aujourd'hui font la gueule. Et alors oui, effectivement, moi, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, je peux en parler puisque la XJR que j'ai vendue récemment, je l'ai vendue 200 € plus cher qu'il y a 6 ans et demi, avec quelque chose comme 35-40 000 km de plus, moyennant un entretien régulier. Oui, quelques frais en effet sur les 6 années. Voilà, parce que moi j'entretiens une moto que j'ai pas envie de mourir puisque je roule tous les jours, et puis surtout, bon, elle a quand même eu évidemment quelques affres du temps, quelques égratignures de droite et de gauche, mais rien de bien méchant, on va dire. En tout cas, elle a bien passé les époques, mais ouais, j'ai pas perdu d'argent, et ça c'est quand même un gros plus par rapport à une moto dont la FTR, dont on parlait. Ah ouais, tu sors du garage, t'as pris 5000 € en voilà, main, ça, c'est... j'ai mal à ma France, quoi. Bon, du coup, on a parlé là des avantages, on va parler aussi des inconvénients. Il y en a certains qui sont plus impactants que d'autres, on va dire. T'as parlé un peu de ce côté... antique de la mécanique, notamment avec ces mécaniques à carbu qui demandent plus d'entretien, plus de réglages et qui du coup sont pas aussi souples d'utilisation que ce qu'on peut connaître aujourd'hui avec l'injection. Oui, alors il y avait un un bon article, non, une bonne vidéo de notre ami de chez Turnbike qui expliquait que pourtant c'est quelqu'un qui a 40, 50 ans bien tapé, je crois. Je pense qu'il doit avoir... Ouais, bien hors taxe. Lui-même est le premier à reconnaître pour dire que effectivement le moteur n'est pas pleinement exploité avec un carbu. Certes, on aura des sensations parce que justement le carburateur offre des défauts que n'aura pas l'injection. Ouais, notamment ce côté un peu on-off. C'est ça. L'injection est là pour optimiser absolument tous les régimes et dans les meilleures conditions, que ce soit atmosphérique, mélangé à essence, etc. Ce qui donne ce caractère un peu plus lissé, polissé, qui du coup, nous, derrière le guidon, puisqu'on est des êtres humains, hein, on n'est pas des machines, on se dit « Ah, bof, c'est chiant ». On met le même moteur avec un carbu, « Waouh, t'as vu, oh là là, ça explose, là, c'est génial, et puis elle a un bruit, elle a ceci, elle a cela ». Non, c'est juste qu'elle a les qualités de ses défauts, elle a des aspérités, et c'est ça qui nous rend humains, quelque part. Et c'est ce qu'on recherche, notamment sur de la moto vintage. Des défauts qui la rendent un peu attachante. Bon, en tout cas, sachez que si vous achetez une moto à carbu, il va falloir apprendre à la régler parce que ça risque de vous arriver quelques fois dans l'année. C'est ça.
Il y a aussi, bon, on a, selon les modèles, hein, il y a un côté disponibilité des pièces qui des fois sont plus produites. Alors il y a un vrai marché de l'occasion, notamment sur des modèles de grosse diffusion où là on n'a pas trop de mal à retrouver. Et encore une fois, il y a toutes les infos sur Internet. Rassurez-vous, vous voulez lancer dans n'importe quel achat moto, il y a des forums partout, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Internet, ce que vous voulez. Vous aurez les pièges à éviter et surtout les bonnes adresses à contacter. C'est pas un problème. En tout cas, sur les modèles de faible diffusion, voilà, il peut y avoir un problème d'approvisionnement sur certaines pièces détachées qui deviennent compliquées à trouver. Ouais. Bon, sur une moto qu'on va choisir pour rouler au quotidien, puisque c'est l'objet de notre débat aujourd'hui, en général, c'est plutôt des motos de grosse diffusion, donc voilà, là, pour le coup, il n'y a pas trop de problème à... Oui, après, il y a quand même des récurrences. Moi, je prends la Transalp, l'arbre de sortie de boîte, pardon, c'est vraiment un point à vérifier, notamment si on fait du tout-terrain. On reprenait l'exemple du contrôle technique avec les problèmes de chaîne trop tendus. Bah là, typiquement, c'est le motif de ce pourquoi vous pouvez péter votre arbre de sortie de boîte. Et une fois que c'est fait, c'est économiquement non viable, donc vous pouvez passer votre chemin et la vendre pour pièce, concrètement. C'est ces petites choses-là qu'il faut savoir quand même avant d'acheter, avant de vérifier, parce que certes, ça coûte pas cher. Moi, je l'ai payé 1 300 € cette Transalp. Aujourd'hui, je pense la vendre facilement 2 000 € avec l'équipement qu'il y a dessus, puisque, comme tu disais, il y a pléthore sur le net et j'ai pu faire ce qu'il faut. Mais renseignez-vous. Vraiment. Ouais, un choix qui doit être éclairé. Il y a aussi le côté fiabilité au-delà de l'entretien, voilà, qui est peut-être des fois un peu plus rigoureux, qui doit être un peu plus rigoureux sur ces vieilles mécaniques. Il y a le côté fiabilité où bah, c'est sûr que c'est pas un bicylindre flambant neuf qu'on peut avoir sur une moto récente. Il y aura des fois, de temps en temps, des petits soucis mécaniques qui sont en contrepartie assez faciles à régler, puisque du coup, mécanique assez simple. Ouais. Mais c'est des motos qui souvent ont de l'âge, ont des bornes, et donc bah forcément... Hein, et on retrouve... là, typiquement, l'exemple que j'ai en tête, c'est quand j'ai eu mes étriers grippés sur XJR. J'avais bousillé un des pistons, d'ailleurs, de l'étrier. Je crois qu'un seul piston coûtait le prix de l'étrier complet sur le Bon Coin. Un étrier nickel. Voilà, je pense que j'ai résumé à peu près le débat, sachant qu'encore une fois, on parle de modèles de grande diffusion qui offrent pléthore de pièces. Par contre, vu que nous, on écume quelques garages dits de campagne qui encore mettent les mains dans le cambouis sur des vieilles machines, on trouve quelques pépites qu'on ne voit plus, ni sur le Bon Coin, ni ailleurs, où des gros ajustements ont été faits. Heureusement qu'ils ont rempli les cartons toutes ces années à récupérer de droite et de gauche des éléments pour adapter, parce qu'effectivement, il y a des pénuries de pièces, des pièces qui ne sont plus fabriquées, et surtout des fonctionnements tellement archaïques, il faut forcément faire avec ce qu'on a. Donc bon, je ne pointe pas du doigt que les italiennes, il y en a d'autres. Amis ducatistes. Bah là, le dernier exemple en date, c'était ça. La petite Desmo, là, elle était sacrément pénible. Plus de 6 mois de travail dessus, là. C'était un sacré challenge, même pour un vieux mécanicien. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr. Coucou les ducatistes. Alors, il y a un autre point qu'il faut mentionner, et celui-là, malheureusement, on va être de plus en plus à y être confronté. Et nous, c'est le cas à Toulouse, ici. C'est honteux. Les ZFE, oui. Les zones à faible émission, du coup, toutes les grandes métropoles en France s'y mettent. Et donc, la circulation des motos avant 2006, en tout cas, c'est le cas à Toulouse, c'est jusqu'à fin 2006, est tout simplement interdite. Dans les centres-villes. Ouais. Et du coup là, pas de solution. C'est-à-dire que... soit tu restes dans ta banlieue, soit tu changes ta moto. Et on dit banlieue, mais on prend le cas de Toulouse. Toulouse, c'est tout, la zone ZFE, c'est tout l'intérieur du périphérique. Donc, de la première couronne, on va dire. Voilà. Mais... l'intérieur du périphérique, donc Toulouse, plus une partie, en effet, de la première couronne. Donc c'est des choses des zones qui s'étendent de plus en plus, ouais. et les mesures vont être de plus en plus drastiques, et donc en fait la tolérance va être de moins en moins grande pour ces motos là. Et là encore une fois, pas de solution, c'est-à-dire que si vous êtes dans ces zones là, pas de solution, sauf l'astuce du chef. L'astuce du chef, mais alors là ça s'applique il faut qu'à certains types de motos, c'est la carte grise collection. Alors, carte grise collection qui, du coup, peut s'obtenir pour des motos qui ont plus de 30 ans.
Comme l'automobile. C'est plus de 30 ans, c'est pas en dessous. Donc, du coup, on rentre plus dans le young timer, on rentre bien dans la catégorie collection. Il n'y a pas d'amalgame. Ouais. Donc Alors, là, ouais, là, on va dire, moto de 30 ans, c'est simple, on est en 2023, c'est tout ce qu'il y a avant 93, quoi. coucou la Transalp. Alors, la cote ne fait que monter. Et donc, voilà, cartouche de collection, bon, qui demande qu'il y a, voilà, il y a quand même certaines contraintes, notamment le fait que la moto doit être parfaitement d'origine. Oui, c'est pas automatique. C'est bien ce qu'ils disent en Voilà. tout cas sur le formulaire. Il y a quand même un minimum de contrôle à faire. Après, globalement, c'est une démarche à faire auprès de la FFVE, Fédération Française des Véhicules d'époque, qui offre quand même pas mal d'avantages, notamment le fait de pouvoir avoir une assurance collection aussi. C'est une solution, mais si votre moto n'a pas 30 ans, là pour le coup... Et non, Jamy. Ouais, donc c'est ce qui fait que les gens se ruent un petit peu sur les comment dirais-je, sur les ventes de ces motos encore acceptables en zone ZFE. Ils sont un petit peu en train de plomber le marché, mais je pense qu'il va y avoir juste deux écoles. Il y a ceux qui vont se contenter de rouler à la campagne, et puis ceux qui auront leur véhicule utilitaire. C'était l'objet de notre première émission. Typiquement, je vais prendre un exemple cliché, quelqu'un qui aura son Africa Twin dans le garage pour le week-end et qui aura son petit Honda PCX des familles. Le fameux PCX. Avec le top case pour aller bosser. Je vois que ça. Je vois pas pourquoi tu sacrifierais ta moto parce que ZFE. Après, il y a peut-être des arguments économiques, mais bon. Moi, je pourrais. Ouais. Ou sinon, déménager à la campagne, tout simplement. Tout à fait. Pour ceux qui le peuvent. Et puis c'est la même chose on y revient au contrôle technique, hein. Demain ils mettent ça en place, évidemment là ça demandera aussi un entretien d'autant plus rigoureux en fonction de la façon dont ça va être mis en place. Alors, sachant que, sauf erreur, tu m'arrêtes, comme les automobiles, ce sera par rapport aux critères techniques du véhicule à sa sortie. À sa sortie, ouais. Bon, on n'a pas encore les détails de comment ça va se passer, mais oui, probablement. Ouais. C'est ce qui est le plus probable. Sinon, clairement, dans ce cas-là, il y a zéro possibilité de garder un véhicule ancien. Je vois pas comment c'est possible. Ouais. Ok, on a balayé finalement on va dire les enseignements de ton expérience Ludo avec tes deux anciennes. On va peut-être terminer, il nous reste 10 minutes là dans l'émission, par essayer d'évoquer certains modèles qui nous paraissent être des modèles d'intérêt qu'on a repérés justement dans cette tranche là de moto fin 90, début des années 2000, qu'on a essayé de regrouper du coup en différentes catégories. Alors on va commencer par les trails peut-être. Le top moto vintage de Rift Up. Transalp, hein, on est d'accord? Écoute, si tu insistes, on peut démarrer par l'incroyable Transalp, qui malgré son aspect policé sera là, toujours. Un pari d'avenir, puisque du coup, c'est des motos qui prennent en cote en plus. Donc, là, je te dis, sur la cote, je suis déjà bien au-dessus de ce que je l'ai acheté, et puis pour moi, c'est une moto de fin du monde. Quand tu n'auras plus rien, il restera le Transalp, c'est tout. Africa Twin aussi. Alors, oui, là, on a fait exprès de démarrer par deux gros clichés, pour bien vous mettre en situation pour le reste. Africa Twin, clairement, le placement à faire, la 205 GTI de la moto, et il y en a d'autres. Ouais, qui a l'avantage par rapport au Transalp d'être un peu plus puissant. Ouais, il y a un peu plus, et surtout il y a un peu plus de caractère. Je veux dire même du caractère tout court. Pour avoir essayé les deux dans la même balade, certes plus lourde, mais on a quand même un peu plus de piquant là, avec ce petit moteur, ce 750 qui est vraiment... Mais... ça a déjà spéculé fortement dessus, donc... Ouais, mais voilà, pour le prix, non. Je me dis, non, là, ça suffit, il y a des limites. Je veux dire, à la limite, quitte à mettre 5000 €, je regarde ce qui se fait d'acceptable encore aujourd'hui dans de l'occasion récente, et je trouverai quelque chose qui me donnera des prestations honorables. Allez, pour continuer sur les trails de cette époque-là, à peu près, on a le pendant chez Yamaha, du coup, la Ténéré. Alors, Ténéré et Super Ténéré. Là encore, Madeleine de Proust en ce qui me concerne, c'est la première moto sur laquelle je suis monté quand j'étais petit. À l'époque, on n'avait pas encore beaucoup de conscience. Nos parents nous posaient sur des motos avec des casques trop grands, et c'est tout. D'ailleurs, c'était le seul équipement que j'avais. Et on partait avec mon oncle faire des balades donc, sur le Ténéré de l'époque, avec les bonnes couleurs, hein, jaune et bleu. Donc le gros poum-poum des familles, bien roturier. Vraiment un mono basique.
On va dire ce qui est. L'achetez pas pour les sensations, achetez-le pour le souvenir. Elle fera tout, elle le fera bien, mais ça reste un mono d'époque. Les monos d'aujourd'hui sont quand même bien plus expressififs et polyvalents. Coucou CF, la Fantic. la Fantic et aussi Ouais, et les moteurs KTM. le LC4, pour moi, sur ma vie de Pilem. Pépite. Là, non, c'est pas le même délire. Par contre, c'est vrai que là, vous pouvez en trouver et vous pouvez y aller les yeux fermés, ça vous coûtera pas grand-chose, que ce soit en entretien ou en pièces. Super Ténéré, là, on est sur une génération d'après avec un bicylindre en ligne, incliné, si je dis pas de bêtises. Certains la jugent trop lourde par rapport à un usage tout-terrain. Je pense qu'on est encore sur du trail polyvalent, du trail, ce qu'on pouvait appeler à l'époque du trail routier. Je pense qu'elle n'avait pas vocation à finir dans les arbres, tout comme le Transalp d'ailleurs. Là, on en fait des éloges parce que, encore une fois, ça coûterait en pire si elle tombe, mais je pense pas que quand ils l'ont sorti d'usine, ils se sont dit ça, les gars, c'est pour faire le Dakar. Non, non, le sabot en plastique, il est là pour te dire que non, et la garde au sol, non plus. C'est pas du tout le même délire. Allez, du côté de l'Italie, 2 petits trails, Cagiva éléphant aussi, qui va rappeler des souvenirs. Ça, c'est parti des indémodables et des très bonnes bases pour refaire des machines type compétition avec les stickers de l'époque. La déco Lucky Strike. Voilà, tous les trucs interdits, alcool et clopes, allez-y les gars. Et d'ailleurs, cette déco se retrouve aujourd'hui sur la Desert X de Ducat, qui lui fait clairement un hommage. À la fois en termes de ligne et aussi en termes de coloris, parce que du coup, le blanc et rouge est un éternel recommencement. Voilà. Et une autre qui est peut-être un peu moins connue, je pense, Aprilia Pegaso. Aprilia Pegaso. Alors, là, on s'adresse aux avertis. Ils savent, c'est vrai qu'elle paye pas de mine cette moto, mais encore une fois, on est sur un très bon moteur. Encore une fois, chez Aprilia, les moteurs, c'est toujours une très très bonne surprise. Notamment leur partenariat avec Rotax fait toujours des merveilles. Et là, en l'occurrence, ouais, la Pegaso, même si elle a un look aussi fade que la Transalp, en fait. Ouais, là, c'est pas. Offre des prestations tout à fait honorables et elle encaisse bien, encore une fois, un usage polyvalent, que ce soit aller bosser ou l'amener dans les champs. C'est vraiment un outil à pas cher à avoir au quotidien. En parlant de pas cher et de roturier. Ouais. TDM 900. Alors, et qui a son charme, je trouve, au 850. 900 ou 850. Ouais, à la marée chaussée de l'époque, si je dis pas de bêtises, ouais. Mais nos amis en bleu en étaient pourvus à l'époque. C'est vrai que ça. Bon. C'est un peu le Transalp du routier, quoi. Hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Ma petite préférence, quand même, moi, pour les versions les plus anciennes avec les 2 feux ronds, parce que du coup, les restylages des années 90, là, ont vraiment. Façon vraiment TDR, cher, TDR et TDR 125, 250, des super motos. C'était exactement un copier-coller. Là, on est sur un twin boîte 5, oui, qui est. Pas de miracle. Mais lisse, mais absolument increvable. Ouais. Mais vraiment, ça, vous pouvez acheter les yeux fermés, ça. Une moto ne meurt pas à 100 000 km. Enlevez-vous ça de la tête. Si c'est entretenu, c'est comme tout. Hein, j'en parlais au tout début. C'est comme les chameaux. Vous lui donnez à boire, il survivra. Hein. Même si c'est un chameau, vous lui donnez pas à boire, il crève. Donc, s'il y a une bonne base, vous l'entretenez. Vous pouvez faire largement plus de 100 000, 150 000. Ça, c'est vu notamment sur les Transalp et autres, même des SV des années 2000. Vous pouvez faire 150 000, 200 000. Ça, c'est vu. C'est possible. On finit du coup la sélection des trails. Il en fallait une BM. Ah oui. Pour nos amis BMistes. 1100 GS, qui était c'était la première grosse GS. Les GS, en fait, les toutes premières GS, j'avais fait un sujet sur la chaîne Motors & Co. que je vous invite Abonnez-vous, le petit pouce bleu. Motors & Co, ouais, où j'ai fait un petit sujet, voilà, donc sur cette moto qui a participé au Dakar dans les années 80, et c'était la GS, je crois que c'était la 80, si je dis pas de bêtises. Alors là, c'est encore plus ancien, ouais, dans les années 80. Voilà. Enfin, disons que l'origine de la GS, dans le côté tout-terrain, avec le moteur à plat, c'est c'est cette moto du Dakar dans les années 80, qui était bourrée de défauts, mais qui pourtant a fait des merveilles à cette époque. Et là, on sent, on va dire, le modèle qui a démocratisé la GS. C'est elle qui a fait qu'aujourd'hui, quand on pense BM moto, on pense GS. Clairement. Et c'est pourquoi elle a maintenu très longtemps une cote assez élevée. Et aujourd'hui, le temps a passé et comme on l'a pu le dire dans l'épisode précédent, il y a eu beaucoup de ventes. Donc, qui dit du choix, dit des prix plus attractifs et surtout une fiabilité, on va pas leur enlever, assez... toute germanique. Voilà, c'est honnête.
Si on regarde plutôt du côté des motos routières, des roadsters, alors là, il y a... C'est dur parce qu'il y en a tellement, c'est le cœur du marché, concrètement. Ouais. Bah, surtout de cette époque-là, hein, c'était vraiment, enfin, en tout cas, fin des années 90, début des années 2000, là, c'était vraiment C'est vrai que l'âge voilà, d'or du roadster. le trail, concrètement, ça a été suite au premier Dakar, où là, clairement, après les XT 500 et compagnie, qui sont issus des années 70, il y a eu un boom, justement, au début des années 90, des trails. Puis ça s'est un petit peu essoufflé, et entre-temps, effectivement, les roadsters, pour les gens comme vous et moi qui allons travailler, se sont largement démocratisés et utilisables que sur route. Donc on a eu le Bandit que tout le monde connaît, le fameux Bandit. Voilà, la Renault Clio des deux roues, si j'ose dire, aussi fade que, comment dirais-je, que peu performant en fait. En tout cas en 600. Ouais, en 600 pour l'avoir essayé, même je l'ai essayé en permis. En 34 chevaux. En permis, oui, donc à 2. Ouais. 34 chevaux, c'est un bridage catastrophique, beaucoup trop lourde. Un châssis acier beaucoup trop saucisse. Ouais, quoi. puis 4 cylindres bridés, voilà, c'est asthmatique quoi. Non, mais même des bridés, honnêtement, oui, bon, après dans les tours ça peut aller, mais vraiment une partie ici qui est datée. Et puis, encore une fois, au niveau style, c'est vraiment, on est sur du quelconque au possible. Donc je suis désolé si je vais en fâcher, mais pour le coup, à la rigueur, si je vous dis Bandit, je vous dis 12,50 sans hésiter. Au moins autant que la XJR, et même plus, puisque le moteur est selon moi même plus abouti que la XJR. Le 1250 est absolument génial. C'est d'ailleurs une très bonne base pour le tuning. Certains ils collent des turbos des familles assez gourmands et de très bons résultats. Et c'est hyper fiable. Ça peut faire des tours de compteur sans problème. Ça vous donnera du plaisir au quotidien à un prix vraiment dérisoire. Ça consomme pas tant que ça. Alors, c'est vrai que c'est un peu le problème de ces motos de ces années-là. Aujourd'hui, à quasiment 2 € le litre, on pourrait dire « Oh mon Dieu, une moto vintage, est-ce que c'est un bon choix ?» Dans tous les cas, il faut donner à boire au cylindre. Donc même si on va taper dans du 4 litres aujourd'hui sur une moto, sur ces motos-là, si vous êtes à 6-7 litres, tout dépend du kilométrage que vous faites. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de partir sur du neuf si vous faites 3-4 000 par an ? Il faut vraiment se poser la question. Hein. C'est pour ça que ça reste un choix intelligent. Il faut rester... toute proportion gardée en termes de kilométrage cohérent avec ça. Ouais. Allez, pour aller dans le ultra classique aussi, et probablement une moto qui rappellera les années de permis oh là là. à certains d'entre vous, la CB500. À tous mes copains les cheveux blancs, le CB500. Le premier CB500 qui est vraiment une moto qui est cultissime parce que malgré ses airs, un peu flués, c'est une moto qui du coup était exemplaire en termes de comportement. C'est sûr que quand on regarde de premier abord, on se dit tiens, il y a des routes vélo. Mais qui dit route vélo dit maniabilité. Maniabilité, c'est la vie. Et c'est vrai que c'est... d'ailleurs, il y a des gars qui vous mettent des feuilles sur des circuits avec des machins comme ça parce que contrairement à des poireaux comme moi, ils savent ce qu'ils font. Et pas besoin de puissance forcément pour faire des merveilles. Donc c'est une très bonne base. D'ailleurs, il y avait une déclinaison sportive qui était sportive, avec des guillemets, d'une 60aine de chevaux avec des carénages qui étaient pas mal. Kawasaki en avait fait autant d'ailleurs. La petite GPZ est un très très bon exemple. Qui est là encore une déclinaison d'un roadster initialement. Donc un moteur incassable. Point. Fin de l'analyse. Les pièces, on n'en parle même pas. Enfin, je vous le dis, c'est la Renault Clio de... Non, j'ai déjà dit pour la Bandit. Ça, c'était le Bandit. La 205 alors. 205. Et pour ceux qui sont intéressés par creuser le sujet CB500, il y avait Valoutre qui avait fait une ode au CB500 sur sa chaîne, qui était une vidéo excellente, où il avait eu, je crois, en prêt une CB500 pendant quelques temps. Il avait explicité le concept du CB500 d'une façon magistrale. Du coup, pareil, je le mettrai en lien dans les notes de l'émission. Allez, là on s'est laissé aller aussi à quelques excentricités, j'ai envie de dire. Ouais, on est quasi hors cadre, mais c'était un impondérable, il fallait. Le GL 1500 Goldwing. Goldwing. Voilà, on a tous vu au moins une fois dans notre vie, y compris petit. Qu'est-ce que c'est que ce canapé sur roue. C'est ça, cette auto-tamponneuse de fête foraine sur deux roues, avec des lumières partout et des haut-parleurs qui gueulent. Et Bobonne penché, perché sur le siège passager. Avec du Johnny dans les haut-parleurs, 2x15 watts, et oui monsieur. Excellente routière, absolument confortable. Tu traverses la planète avec ça. Et donc un flat 6. Ouais. Là encore une fois, Honda increvable.
qui fait aujourd'hui des heureux, puisqu'on trouve, on a encore regardé tout à l'heure, de bonnes affaires. Ouais, on regardait 3-4 000 euros, des modèles voilà, avec 50 000 bornes, bien Il y en a. entretenus. Après, il faut les voir, on est d'accord, là, on vous a fait... Faut les assumer aussi. Il faut les assumer. C'est sûr, je sais pas si j'irais taffer avec ça tous les jours, parce que là, par contre, ouais, à 2 euros le litre, sachant que les Ça, anciennes... Et puis, l'interfile avec ça, c'est cadeau aussi. Ah oui, là, c'est un rien du tout. Et oui, petite aparté, s'il fallait la faire, évidemment, pas d'éthanol dans les anciennes, hein, vous l'aurez compris. Ça, ce n'est que pour les récentes, donc il faut surtout du 98 sur les anciennes. Une moto qui a plus de 10 ans mettait du 98. Vu l'écart de prix et la différence en termes de performance et de, comment dirais-je, de rondeur, puisque ça évite les petits à-coups, les petits ratés, notamment quand il fait froid, mettez du 98. Et là, c'est sûr, bon, bah, Goldwing, t'as compris, il faut remplir les 6 gamelles 1,5 litre. Ouais. Là, vous n'allez pas faire des économies, donc avis aux voyageurs, ça par contre, allez-y, ça fait plaisir pour pas si cher. Allez, en restant chez Honda, VFR 750 aussi. Oui, je dis oui. Le mythe. Et là, pour le coup, gros coup de cœur sur la toute première version, qui était, même encore aujourd'hui, je trouve un exercice de style. Le mec, en fait des tonnes. Non, franchement, vraiment une superbe moto. Elle est magnifique. Je suis un peu moins fan des toutes dernières, que je trouve un peu, bon, dans l'air du temps. Fermez les guillemets. Un peu fadasse. Ouais. Mais le VTEC, qui a évolué à travers les générations, fait des merveilles. Il y en a qui n'aiment pas. Notamment certaines versions du VTEC qui étaient un petit peu mal calibrées, notamment sur usage autoroutier. Certains se sont plaints notamment des à-coups que provoquait donc, l'ouverture des soupapes entre 120 et 130. Parce que c'était justement le moment où le fameux moment charnière à l'effet turbo qui arrivait à ce moment-là. Donc je sais qu'il y a des versions à éviter, mais globalement, c'est des versions non seulement hyper fiables, mais assez fun à conduire. Et un look vraiment sympa. Ouais. Pour continuer un peu dans la démesure, et là, le mythe aussi, l'icône, l'Hayabusa. L'Hayabusa même, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça sur la route? Pour le coup, on a un ami proche qui s'en est équipé après avoir été amèrement déçu par Harley Davidson. Genre, je tenais vraiment à faire cette petite anecdote parce que c'est vrai que là, Mister Grand Écart. Ah ouais, là on est sur du craquage intégral. Il en pouvait plus de son Iron 883 qu'il avait payé trop cher selon lui et qui avait trop de problèmes là encore selon lui. Il est parti sur une Hayabusa, sachant qu'il faisait en moyenne 10 km par jour. Donc, comment dire, il a eu beaucoup de mal à l'exploiter, surtout une version 200 chevaux. Donc là, on est vraiment sur on va dire la GT sportive. S'il fallait, je crois que c'est eux qui ont inventé le créneau d'ailleurs. Ah non, c'est la Honda, la 2X, la Fireblade, je crois qu'on dit. La 2X. Des années 2000, les vrais seront. C'est une des premières justement qui a battu les records de vitesse que notamment proposait l'Hayabusa avec les fameux 300 km/h de dépassé à l'époque. On est sur un gros cargo, extrêmement lourd mais très bien équilibré, donc fait pour faire des kilomètres. On n'est pas sur une vraie position sportive. Non, on est sur un entre-deux. Aérodynamique avant tout. Ouais. Puis bon, voilà, c'est une silhouette qui se reconnaît entre 1000. D'ailleurs, la version 2022 qu'ils ont sortie l'année dernière, honnêtement, c'est la même. Hein. C'est la même, et le moteur, globalement, on peut pas réinventer la roue. Là, on est sur quand même un gros moteur bien rond, et c'est ce qui la rend, je pense, attachante, c'est qu'il n'y avait pas besoin nécessairement d'aller taper dans le rouge pour avoir des sensations, même si quand on le fait, c'est vraiment stratosphérique. C'est vraiment le too much de fin des années 90 qui nous rappelle des choses, quoi. Enfin, des très bons souvenirs. À l'époque, où on savait encore rigoler, on pouvait encore rigoler. Voilà, je pose ça là. En parlant de silhouette iconique, on a la MT-01 aussi du côté de chez Yam. C'est la première des MT, du coup, la mamie. Et oui, Jamie, j'ai failli l'acheter celle-ci en allant faire un tour. Deux énormes canons derrière là. C'est ça. Je trouve que c'est vraiment la première à tenter, on va dire, un espèce de croisement néo-rétro de ce genre-là. Parce que c'est une moto qui est quand même à quelques années, hein. Je crois que c'est début des années 2000. Ouais, c'est 2003. Ouais, 2003-2005, ouais. Dans ces eaux-là. On a un gros V-twin typé custom, bah ouais, c'est ça. Hein. Donc une plage d'utilisation extrêmement maigre, qui vibre dans tous les sens, et un poids camionnesque.
mais un look absolument d'enfer. Et du couple, les amis, parce que c'est ça qu'on aime. Ouais. Et Master of Torque, c'était la première. Master of Torque et Master of Samplon 98 également. Voilà. Mais par contre, ouais, très bien vieilli pour le coup. En termes de style, vous pouvez foncer, ça n'a pas pris une ride. Je plus sois. Allez, puis on finit cette sélection roadster routière, avec la Speed Triple des années 90 chez Triumph, Ouais. 955. Pour la team Mission Impossible 1 ou 2, merde, je sais plus. J'ai un doute. Je crois, c'est peut-être. Non, c'est le 2. C'est le 2 où on la voit sauter à travers les flammes, etc. C'est le 2. Et c'est vrai que, enfin, moi, gamin, ça m'avait marqué. J'avais vu, waouh, elle déchire cette moto. Elle a l'air d'aller trop vite. Elle a un look de fou avec ses deux phares et tout. Et alors attention, parce qu'effectivement, là, sur ma chaîne YouTube, j'ai pu, dans la vidéo des abonnés, recevoir un propriétaire de Daytona. Qui était la même base moteur. Voilà, qui là encore était un peu entre guillemets dans l'esprit de la Yabusa, c'est-à-dire une grosse GT sportivisée. Je sais pas si ça se dit, mais en gros c'est ça. On n'est pas sur quelque chose qui casse des chronos, c'est pas du tout l'objectif. Par contre, première mouture qui était extrêmement peu fiable. Une fiabilité pas japonaise. Voilà, donc ça c'était la version avant la 955, et puis quand la 955 est sortie, donc dans les années 2000, là on a commencé à avoir des moteurs, on va dire, fiables, avec beaucoup moins de problèmes que l'ancienne version, et qui du coup, pour tous les amateurs, et encore une fois, pour les gens comme moi qui ont des souvenirs de cette époque, vous pouvez vous faire un cadeau vraiment sympa, et la look est vraiment intemporel, ça n'a pas bougé. Allez, on passe côté sportive pour terminer l'émission. GSX-R. Eh ben, est-ce qu'on pouvait l'éviter? Et non, Je crois pas. Alors GSX-R, là pareil, le symbole de la sportive accessible. On n'est pas sur de la sportive pure pistarde. C'est de la sportive qu'on trouvait régulièrement sur les routes parce que pas si exclusive en termes de position. Et un moteur confortable, il y avait une vraie selle à l'époque qui n'était pas juste à bout de mousse. Sur ces modèles-là, on avait un moteur. Alors pour la 1000, hein, bien sûr, la 600, il fallait la cravacher un peu. C'est vrai que c'est 600, c'était nerveux. C'était avec ce système donc SRAD, ce pseudo rameur, en gros, cette entrée d'air forcé à l'avant qui permettait de rajouter les bagatelles incroyables de peut-être trop chaud, j'en sais rien, avec les tubes d'aspirateur. Ouais, le tuyau d'aspirateur surtout, c'est ça le. Ouais, c'est vrai que ça rappelle des souvenirs. Et c'est vrai que c'était une moto exploitable au quotidien et assez ronde, notamment je pense aux 750 qui sont vachement recherchés. Ah, pareil, la cote ça devient n'importe quoi, mais il y a quelques années à éviter, bien sûr, sur la SRAD, la 750. Moi je conseille le GSX R1000 de manière générale. C'est ce qu'il peut y avoir de mieux, je pense, pour tous les usages. Surtout eu égard aux prix, la 750 est quand même très prisée. Donc si vous n'avez pas trop les moyens, ouais, je pense que la 1000, ça peut être une bonne idée. Et côté Honda CBR 900. CBR 900, voilà, tout à fait. Il y en a eu plein de déclinaisons. CBR 900, c'est vraiment, oui, là, encore une fois, avec Suzuki, le début de la démocratisation, on va dire, des sportives qu'on retrouvait dans la rue, avec les couleurs kawaii. Les couleurs flashy, violas et blanc, et je ne sais plus, il y avait il y en avait plein, il y a eu des oranges. Ouais. Et c'est pareil, c'est des motos qui sont pas si exclusives que ça. Et c'est ce qu'on retient, c'est pour ça qu'elles ont été populaires. C'est qu'elles ont pu trouver une place chez n'importe qui. C'était pas si exclusif que ça. Je pense à la R1 aussi, du coup, j'en parlais tout à l'heure. Hein. Les premières R1, 98, sauf erreur. Pareil, révolution à l'époque. Waouh, c'est quoi cette sportive avec un look de vaisseau spatial on commençait à arriver à des rapports poids-puissance qui commençaient à devenir un peu impressionnants. Contrairement à la Yabusa, où là on était sur du poids. Poids catapulte. C'était pas du tout le même délire. Et c'est vraiment ce qui a démocratisé chez nous, les gamins, la sportive de tout le monde, finalement. Voilà, je crois que ça conclut un peu notre petite exploration de la moto vintage. On espère que ça vous aura éclairé ou que ça vous aura au moins diverti. Ouais. Voilà pour ce deuxième épisode. Merci Ludo de tes éclairages. Mais merci à toi.
On conclut ici l'épisode. On vous dit, alors pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous nous retrouvez aussi au format audio sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon même Podcast. Et puis pour ceux qui nous écoutent en audio, si vous voulez voir nos têtes, c'est sur YouTube. Cherchez la chaîne Rev'd Up et vous retrouvez les versions vidéo avec toutes les petites illustrations et les notes de l'émission qui peuvent aider à compléter un peu notre propos. La petite moto verte trail pour le petit macaron, hein, vous connaissez. C'est ça. La petite pastille YouTube, ne vous trompez pas parce qu'il y en a des Rev'd Up. Et ben voilà, on vous souhaite du coup une bonne fin d'écoute. On vous dit à dans 2 semaines. Cordialement. Avec un sujet tout aussi passionnant. Tout à fait. Voilà. À bientôt. La bise. Ciao, bonne route.